On m'a confié pour réparation 3 cartes d'arcade Révolution X de Midway. Voici leurs histoires. Révolution X est un jeu basé sur une licence du groupe Aerosmith dont la musique accompagne l'action. Je n'ai pas la carte son du jeu, ni le droit de passer la musique, mais on peut normalement entendre 4 gros titres d'Aerosmith en fond. It's the Rich, Sweet Emotion, Toys in the Attic et Walk This Way. Ces cartes tournent dans des bornes dédiées, équipées de 2 à 3 pistolets montés sur des axes fixes, dont je ne dispose pas non plus, mais on en reparlera un peu plus tard. Il s'agit d'une technologie 32 bits, avec ses nombreuses lignes de données et ses puces pour les contrôler. La carte mère intègre une puce de sécurité, qui est un microcontrôleur PIC, 2 CPLD et quelques GAL pour la logique de bus, 2 mégaoctets de RAM dynamique, un microprocesseur Texas Instruments 32 bits optimisé pour les traitements graphiques et cadencé à 40 MHz, 4 EPROM de programme, 28 EPROM pour les données graphiques, un processeur Texas Instruments Williams qui sert de contrôleur DMA, 1 mégaoctet de RAM vidéo dual port et 64 kg de palette RAM. On ne trouve pas de circuit d'amplification audio à l'emplacement habituel. La section audio est déportée sur une carte distincte et protégée contenant les données numériques des morceaux d'Aerosmith. Une note nous indique que la carte a un problème avec la puce U49. Et la puce U49 est ici. Il s'agit d'un tampon bidirectionnel à 8 lignes. La carte sortant un signal vidéo à 54 Hz, il faut un écran cathodique pour l'afficher. Je sors mon combiné télémagnétoscope. Le diagnostic de démarrage se déroule. On observe 2 puces en rouge sur la droite et le message concernant la puce U49. On va commencer par mettre l'image à l'endroit. Dans une bande de tir, on a souvent l'écran à l'horizontale et un miroir face au joueur, de manière à ajouter artificiellement du recul. Il suffit de basculer un interrupteur DIP pour remettre l'affichage à l'endroit. Notez que je pourrais aussi aller chercher un miroir. Les messages d'erreur sont toujours là, et on note que les puces U67 et U77 sont également en erreur. U49 est ici, et les 2 autres puces sont les puces de palette RAM. Ces rames sont alimentées par ces 2 bascules, qui pourraient tout aussi bien être fautives. Mais comme on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol, on va commencer par retirer la puce U49 pour la tester. Pour cela, je la soude sur un adaptateur CMS DIP. Et je peux la tester dans mon programmateur testeur à tout faire. Le test renvoie une erreur. Cela peut provenir d'une soudure douteuse sur l'adaptateur, mais sur l'une des autres cartes, j'ai dû remplacer 2 de ces puces. Alors je ne vais pas prendre de risque et je remplace la puce. Notez que j'applique de l'étain plombé sur l'étain d'origine pour passer sa température de fusion de 230 à 180 degrés. Il est temps de refaire le test et le résultat est le même. Comme souvent, le diagnostic intégré donne une information, mais il reste à l'interpréter. Je commence maintenant à étudier la liste des coupables potentiels. Je vois notamment que la puce U49 est fournie en données par la bascule située en dessous. Il est temps pour moi d'essayer de comprendre comment marche le circuit. Je ne peux pas sonder toutes les puces au hasard en espérant trouver un problème, même s'il arrive que ça donne des résultats. Je dégaine mon logiciel de conception préféré, Paint. Je trace en vert les lignes d'adresse. Dans cette section, les adresses sont fournies par ces 2 bascules flip-flop qui adressent directement la RAM de sauvegarde et arrivent sur ces 2 tampons avant d'arriver sur les puces de palette RAM, qui remontaient en erreur dans le diagnostic. Le puce de données est fourni par les 2 tampons placés à côté. Il est fort possible que le problème provienne de l'une de ces 2 bascules ou des lignes qui y arrivent. Je m'intéresse à l'assemblage singulier de ces bascules et tampons. Ils semblent placer sur le bus des adresses issues du contrôleur DMA. J'observe que les entrées et les sorties des bascules sont reliées entre elles, et dans cette configuration, le contrôleur peut utiliser les bascules pour mémoriser et restituer des valeurs sur le bus d'adresse. Par acquis de conscience, je vais dessouder et tester les 2 bascules qui sont à la source du bus d'adresse. Le Mini Pro propose des tests plutôt basiques sur ces bascules, avec 2 vecteurs de valeurs à vérifier. L'outil permettant aussi de créer ses propres règles, je fais une version testant unitairement chacune des lignes. Les puces passent les tests sans erreur, le problème est ailleurs. On observe tout de même que les pistes sous les puces sont abîmées. Le nettoyage des pads à la tresse à dessouder a déposé de l'étain aux endroits où le vernis avait sauté. Les dégâts sont très superficiels et l'étain protégera les pistes. Voilà les puces remises en place, pleines de flux. En continuant à suivre les lignes d'adresse, on arrive sur ces 2 bascules flip-flop et 2 tampons connectés dessus. En sondant les broches d'horloge des bascules, j'observe un beau signal carré, mais avec une tension étrangement basse de 2,8 volts au lieu des 4 ou 5 que je pensais observer. En vérifiant les spécifications des bascules, on peut voir qu'elles considèrent le signal comme étant à l'état logique haut quand la tension dépasse 2 volts. On reste donc dans les spécifications. Je retire les 2 bascules pour les tester hors circuit. Encore une fois, les puces semblent fonctionner correctement. Et je vais monter des supports pour pouvoir les enlever et les remettre plus facilement. Par curiosité, je regarde ce qui se passe si j'enlève l'une des 2 bascules.
et je constate avec amusement que la moitié des puces de RAM vidéo remontent en erreur. Oui, je m'amuse de peu de choses. Ce sont ces 4 puces-là. Si je retire l'autre bascule, la carte ne démarre plus. En tout cas, je pense avoir fait le tour des puces d'adresse et je commence à me rapprocher de la RAM de sauvegarde. Je m'intéresse à la puce MAX 691. C'est une puce de supervision d'alimentation qui gère notamment le verrouillage de la RAM de sauvegarde à l'arrêt, le reset et le watchdog. J'observe ici la transmission correcte des commandes d'activation de la puce de RAM de sauvegarde entre la consigne et la sortie de la puce de supervision. Je change l'échelle de temps pour acquérir un peu plus de données et essayer d'observer quelques échanges. J'observe 7 activations, dont les 5 dernières se produisent environ 25 microsecondes après les premières. Je refais l'acquisition des accès à la RAM en écriture, puis en lecture avec cette même échelle de temps. J'observe toujours en bleu les 7 accès à la puce, les 2 premiers sont des écritures, et si je me rapproche des 5 accès suivants, je vois qu'il s'agit à chaque fois de lecture. Je peux donc a priori éliminer un éventuel problème avec le contrôle de la puce de RAM de sauvegarde. Il y a peut-être un problème avec la puce de RAM elle-même. Je vais la dessouder pour la tester sur mon programmateur. Je commence par étamer les pattes à l'étain plombé pour réduire la température de fusion, puis je retire la puce à l'air chaud. Les tests me montrent que la RAM est défectueuse, je n'ai pas beaucoup plus d'informations, et il pourrait s'agir d'un problème de soudure. Mais parfois, les tests disent que tout va bien, et sans rien toucher. Je vais quand même essayer de remplacer la puce de RAM. Je dispose de quelques puces pour mes réparations de slot Neo Geo. Il s'agit par contre de puces de 32 kg, et la puce à remplacer n'en fait que 8. En observant le brochage, on voit que la ligne A13 de la nouvelle puce correspond à la broche C2 de l'ancienne. Ici, cette broche est reliée à la masse et ne posera donc pas de problème. La broche A14 de la nouvelle puce correspond à un emplacement non connecté. Dans les faits, le pad en question est bien connecté et relié à la ligne 14 du puce d'adresse. Quoi qu'il en soit, son état devrait rester le même lors des accès à la puce de RAM. Je devrais donc pouvoir remplacer la puce par une puce de quadruple capacité sans que cela pose le moindre problème. Une fois la RAM de Neo Geo soudée en place, les résultats sont les mêmes qu'avant. Il faut donc que j'arrête de remplacer des composants à l'intuition et que je commence à réfléchir pour de bon. J'ai fait à peu près le tour du bus d'adresse, et si le problème ne venait pas du bus d'adresse, mais peut-être des données? Ce tampon U17 serait un coupable de choix. En plus, vu de près, il a quand même l'air d'avoir sacrément souffert de la corrosion, probablement à cause du condensateur d'à côté qui a coulé sur la carte. Je retire le condensateur et la puce, et j'entreprends de sonder les signaux à l'arrivée sur le tampon. Au départ du tampon, je ne devrais pas trouver grand-chose d'intéressant. Je sonde les lignes une par une, en démarrant la carte à chaque sondage pour observer le même comportement pour chacune des lignes. J'observe globalement de beaux signaux carrés, et quand j'arrive sur la dernière ligne, j'ai une petite surprise. La ligne est flottante, aucun signal ne semble y parvenir. S'agissant a priori d'un bus de données, ce n'est absolument pas normal. On dirait qu'on a mis le doigt sur quelque chose. La trace doit être coupée quelque part avant ce pad. On ne peut pas dire que la carte soit bien belle à cet emplacement. Vu de près, on observe un cratère dans la carte par ici, et le pad qui nous intéresse, ici. Par ici, la trace commence à montrer des signes de corrosion. Puis elle disparaît sous la bascule flip-flop. Sans chercher à savoir à quel endroit la piste est coupée, je regarde ma propre vidéo pour savoir où cette piste poursuivait sa course avant que je ne soude les supports. Je mets un joli bout de fil entre le pad et l'arrivée de la trace, et je teste fébrilement la carte. Les 2 puces de palette RAM ressortent en vert, et le diagnostic des nombreuses épreuves démarre. Cette partie est super longue, alors on va la passer rapidement. Plus d'erreurs sur la puce du 49, et un simple avertissement concernant l'invalidité de la RAM. Normal, elle est remplie de cochonneries au démarrage et on n'a pas mis de pile de sauvegarde pour la conserver. On arrive ensuite sur un message nous invitant à recalibrer les pistolets, ce qui va être compliqué sans pistolet. Il est temps d'enlever ce fil et de localiser la coupure. Je commence par retirer les 2 bascules, et je dégaine mon multimètre pour retrouver la piste coupée. Je gratte le vernis pour découvrir le cuivre de la piste et me rapprocher de la coupure. La zone se resserre petit à petit, et la coupure est très certainement située juste ici. Je nettoie un peu mieux les pistes du vernis et de la corrosion restant avec de la fibre de verre. Voilà la zone endommagée vue de plus près. Les pointes de touche semblent bien moins pointues vues d'ici. Je mets du flux sur la zone et je tente un étamage en douceur avec une tresse à dessouder. Cela permet de déposer une fine couche d'étain sur la piste et sur un coup de bol, ça peut être suffisant pour la réparer. Mais ce n'est pas le cas. Je nettoie un peu plus agressivement la zone avec une brosse en laiton en vue de refaire le masque de soudure après la réparation. Je nettoie mes cochonneries à l'alcool isopropylique.
On voit plutôt bien les dommages de la piste maintenant. Je mets du flux sur la zone pour préparer la soudure. Je positionne un brin très fin, même s'il semble énorme vu d'ici. Je tâtonne un peu avec ma grosse panne de fer à souder. Je n'ai pas vraiment trouvé de taille ou de forme adaptée pour cette opération, mais je pense ne pas être loin de la pire solution avec celle-là. Je finis par fixer correctement le bout de fil. J'enlève le flux et je nettoie la zone à l'alcool isopropylique. Dans le noir et de loin, c'est plutôt discret. On note de belles éraflures qui vont être partiellement recouvertes par le masque de soudure. J'aime à croire qu'il accrochera mieux à la surface comme ça. J'applique le masque avec un cure-dent et sans trembler une seconde. Il va protéger les pistes de la corrosion, empêcher les courts-circuits malencontreux et éviter que la réparation ne bouge quand je vais ressouder la puce et le condensateur à proximité. Le masque durcit quand il est soumis aux ultraviolets. Je sors donc ma diode UV alimentée par une pile au lithium qui fait durcir la résine rapidement. Visiblement ça marche avec la résine mais ça marche pas aussi bien avec le masque. Il reste résolument liquide. Je fais alors appel à ma lampe Lidl équipée d'un projecteur ultraviolet. Je ne savais même pas que ça me servirait un jour. Voilà qui est fait. Maintenant que le masque est sec, je peux repositionner la puce par-dessus pour la souder. J'observe une très légère surépaisseur, mais rien qui ne devrait gêner la soudure. Elle est encore pleine de flux durci, mais ce n'est pas sale. Je soude la puce avec la méthode habituelle, et voilà, plus de flux. Je refais un dernier test, et voilà un PCB qui fonctionne. Je dois quand même changer tous ces condensateurs électrolytiques, une bonne partie ayant déjà commencé à couler sur la carte et à bouffer les pistes. Je commence par marquer tous les condensateurs à remplacer, histoire de ne pas en oublier. Il existe plusieurs techniques pour remplacer un condensateur aluminium. Certaines à base d'arrachement, d'autres à base de découpage, et j'ai choisi une technique plus respectueuse des pistes de la carte. Je travaille au fer à souder. Mais comme il faut chauffer les deux côtés en même temps, j'utilise deux fers à souder. Bon là c'était mon premier et j'ai mon téléphone devant les yeux. Une fois le condensateur dessoudé, je nettoie les pads et je viens poser son remplaçant. Avec le coup de main et toujours le téléphone devant les yeux, je finis par y arriver facilement. On se revoit très vite avec un bricolage qui permet de jouer au jeu sans les pistolets. A bientôt!